Bonsoir à tous. Vous êtes à Dialogue Citoyen, l'émission de suivi des engagements du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2015. Il y a 4 ans, le président donc s'était engagé à veiller à la liberté de presse au Burkina, à créer des conditions favorables au développement des entreprises de presse, à aider surtout à couvrir le territoire à travers le déploiement de la télévision numérique et terrestre. À un an de la fin de son mandat, où en sommes-nous avec ces promesses? Qui d'autre que le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement pour nous faire le point de tout cela? Rémi Fulgence Dandinou est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Il faut préciser que vous êtes là ce soir en tant que ministre de la Communication, parce que nous avions eu l'opportunité de vous avoir sur ce plateau il y a un an en tant que porte-parole du gouvernement, mais ce soir, on va parler rien que de la communication. Je suis ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Mais ce soir, on a choisi pour cette émission de parler de la communication. Voilà. Comme d'habitude, nous allons donc aborder 2 thématiques. Et donc, nous aurons en première partie la liberté de presse et le développement des médias. Et ensuite, en deuxième partie, on va parler de la couverture territoriale et le déploiement de la TNT. Cette émission, nous le répétons, se tient dans le cadre du Présimètre et organisée par la RTB en collaboration avec Diaconia, WaterAid et la CODEL. Ce soir donc, il vous revient d'appeler, de poser des questions au ministre et il vous répondra. Et 2 invités sont avec nous aussi. Ici, ils passeront à tour de rôle en plateau pour échanger directement avec vous, monsieur le ministre. Entre ces 2 interventions, il y aura des appels téléphoniques et les questions des internautes. Les téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 25 40 79 03 ou bien poster le message sur le hashtag présimètre.bf. Mais avant que la technique ne s'installe, j'oublie, le public qui est avec nous ce soir va à la fin évaluer ce que vous dites. Et comme nous le disons sur ce plateau à chaque fois que cette émission se tient, le public va nous dire si vous l'avez convaincu ou pas en fin d'émission. Et donc, ça sera sanctionné par une note sur 10. Et avant que la technique donc ne s'installe, monsieur le ministre, nous allons nous entretenir ici en plateau. Et je commence par cette loi qui a été adoptée le 21 juin dernier, sachant que le président du Faso s'était engagé à veiller sur la liberté de la presse au Burkina. Des organisations de médias y ont trouvé une loi liberticide, sachant que c'est une loi notamment dans son article 312-16 qui restreint tant soit peu la liberté de couverture de ce qu'on a appelé les opérations et interventions terroristes au Burkina. Que répondez-vous? Merci à vous et à vos téléspectateurs qui nous donnent l'occasion donc de parler des engagements du président du Faso sur les questions de communication et de médias. Sur la question de la modification du code pénal, je pense que nous sommes là dans le cas d'espèce d'un gros quiproquo. Vous savez, lorsque vous regardez la situation de la liberté de la presse dans notre pays, c'est une perception. En 2012, on était 68e sur 180. Aujourd'hui, nous sommes parmi les meilleurs pays africains. Il y a donc, depuis 2012, il y a eu un recul en 2014. Il y a un processus qui est engagé et sur lequel on travaille dans la pluralité des médias, on travaille dans l'indépendance des médias, on travaille dans le cadre légal, c'est la question qui est posée, et on travaille sur ces aspects-là. Alors, la question est toute simple. Nous avons affaire à une situation où le législateur, c'est-à-dire donc en l'espèce sur un projet du gouvernement, est arrivé à l'Assemblée nationale. Et ce projet-là a été voté par l'Assemblée nationale. Je voudrais rappeler que lorsque le projet est arrivé en commission, toutes les commissions de l'Assemblée nationale, toutes, l'ont adopté par rapport au rapport qui a été proposé. Ils n'ont même pas fait d'observation dessus. Parce que tous les Burkinabés ont conscience qu'il y a un problème à ce niveau-là. La presse est dans son droit de dire qu'il y a des risques. Mais nous sommes dans un État où nous participons à construire une démocratie. Nous avons fait un projet de loi. Le projet a été accepté par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui,
la partie judiciaire... Sans consulter je le vois, premier concerné. c'est peut-être aussi ce qui pose problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le dise de façon claire au Burkinabé. Il y a eu un travail au niveau du gouvernement. Je rappelle un peu l'histoire. D'ailleurs, ça m'a valu un peu quelques remontrances de la part de mes collègues, parce que lorsque nous sommes arrivés avec le premier projet de loi, nous avons dit il y a des risques. Et le président du Faso a dit en conseil, mettez-vous ensemble, trouvez un élément qui garantisse que la presse continue à faire son travail. Et ce travail qui est arrivé après a été accepté de façon unanime par l'ensemble du gouvernement et a été proposé. L'Assemblée a fait pareil. Ce que je voulais dire, c'est que rien n'oblige aujourd'hui l'Assemblée, et ils l'ont rappelé. Mais avant d'arriver à l'Assemblée, au niveau du gouvernement, il y a eu un travail. On n'a pas associé justement les professionnels des médias. Il y a eu un travail qui a été fait. C'est un projet de loi. Nous avons cette possibilité de le faire. Nous avons associé le Conseil supérieur de la communication, la NPTIC, les services de sécurité, tous les acteurs dans le cadre gouvernemental. Et on sait bien sûr que quand un projet arrive à l'Assemblée nationale est libre, en son sein, de faire appel aux différents acteurs. Ce que l'Assemblée a fait pour certains, d'autres n'ont pas participé ou ont estimé avoir été invités un peu tardivement. Et l'Assemblée, ensuite, introduit un rapport qui est voté. Je pense qu'il faut aussi que l'on rappelle un peu le processus de la loi. Ça, c'est vraiment l'élément. Maintenant, sur le fond, je pense qu'aucun des Burkinabés ne peut rester insensible au fait que notre pays s'est construit aujourd'hui en partie à cause d'une presse indépendante plurielle. D'ailleurs, j'ai la malchance de me faire taper dessus. Comme on dit en Djoula, je suis la galette. Parce que mes anciens confrères de la presse disent je suis celui qui tue la presse. Vous n'êtes pas seulement un ancien confrère, parce que vous faites partie de ceux qui ont été sur le devant de la scène. Vous, notamment, vous êtes trois dans le gouvernement. Non, c'est ce que je veux dire. Oui, donc, au centre de presse Norbert Zongo, et aujourd'hui, on a l'impression que aucun vous êtes dans le gouvernement, mais aucun des membres du gouvernement qui sont issus de cette expérience du monde de la presse ne peuvent penser un seul instant qu'ils vont aller à contre-courant de l'évolution. Dans aucun des pays aujourd'hui, on ne peut empêcher la presse de faire son travail. Sauf que le résultat le démontre. Laissez-moi terminer un instant. Avant de terminer, je voudrais une précision. Non, je voudrais préciser. Parce que ce qui est en train d'être dit, il faut que les gens prennent l'ampleur de la chose. La base du texte, c'est de permettre à nos forces de défense et de sécurité de travailler en toute quiétude. Et moi, je dis toujours, et c'est un principe qu'on avance partout, ma liberté s'arrête lorsque commence celle des autres. Je voudrais donner quelques exemples. Allez-y. Nous avons tous vu le 11 septembre. On a monté des images des personnes qui sautent des tours du World Trade Center. Mais personne n'a vu à l'intérieur un corps déchiqueté. Il y a eu des centaines de morts. On a tous vu le Bataclan. On a tous entendu parler. On rentre dans une salle de spectacle, on tire sur les gens. On a des gens qui courent, on montre les images qui courent. Ensuite, on voit la police qui a fait un barrage. On ne voit plus rien derrière. Et aucune personne n'a vu à l'intérieur de ce qui s'est passé au Bataclan. Moi, je me pose la question, les médias dans ces pays-là, ont-ils moins de liberté que nous? Parce que nous, on a tendance à les regarder. Parce que dans les médias burkinabés... laissez-moi terminer. Quand vous regardez ensuite, je vais me prendre le troisième exemple que je prends, c'est ce qui s'est passé à la frontière avec le Togo. Douaniers ont été tués, 3 douaniers. À peine le sang était encore frais par terre, que nous avons vu sur les réseaux sociaux et relayé par des organes de presse présents sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut qu'on dise des choses comme ça aussi. La photo de ces personnes-là, les vidéos des personnes, visiblement, il y a un problème. Il y a un problème. Et les textes qui ont été pris, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Je ne vois pas comment nous pouvons empêcher la presse de faire son travail. Si vous montrez des personnes qui sautent d'un immeuble, en quoi cela va gêner le travail de la... Mais si vous allez filmer l'espace dans lequel ça s'est passé, où la police fait des enquêtes, où il y a un processus de détection, de recherche des preuves qui est en cours, il peut y avoir un problème. Je pense que les médias occidentaux, comme les nôtres, on a besoin de garantir un minimum de quiétude à nos hommes qui sont sur le terrain. Il y a d'autres exemples qui ne sont pas appropriés à la presse parce que c'est des exemples plutôt des acteurs des réseaux sociaux sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais je pense en toute honnêteté que c'est un processus qui ne veut pas empêcher la presse de faire son travail. Et moi, j'ai foi à une chose. Là où on est arrivé, monsieur le ministre, permettez-moi, oui. Là où on est arrivé, c'est que en prenant ces mesures, justement, quand on prend l'article 312-16,
Si l'on prend l'exemple de l'intervention qui a eu lieu à Ranyongo, on peut facilement se retrouver sans images pour les télévisions et sans photos. Non. Parce qu'il était impossible de prendre ces images-là sans pour autant montrer ce qu'on appelle les scènes de crime, c'est-à-dire les balises. Alors, je pose la question, je réponds de deux façons. Premièrement, si vous montrez les impacts sur le mur, en quoi ça empêche de faire l'enquête? Je ne vois pas. Ça dépend de l'interprétation peut-être des enquêteurs. Le journaliste, il s'assume dans ce qu'il fait. Le journaliste s'assume, et ça a toujours été comme ça. Le journaliste s'assume. Oui, mais les journalistes ont plutôt l'impression, justement... Si vous ne laissez pas terminer mon propos, vous allez premier exemple, c'est une ça. Précision que deuxièmement, ce qui s'est passé à l'intérieur, et c'est là où la loi, on ne la regarde pas suffisamment. On a tous dit, c'est pas possible que ces images ne soient pas venues s'il n'y avait pas des acteurs de l'intérieur qui avaient diffusé ces images. Et aujourd'hui, ce code pénal-là, il pénalise quasiment encore plus ceux qui sont sur les terrains d'opération, donc le FDS notamment, qui seront tentés d'envoyer ces images-là. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est parce que la presse était là-bas. Non, il y a des acteurs qui ont donné des images. Moi, j'aime bien ce propos du président de l'Assemblée nationale qui, à un moment donné, dit c'est pas possible qu'on ait ces images-là si ceux qui ont filmé n'étaient pas là. Lorsqu'on a neutralisé les gens au niveau de l'ambassade de France, il n'y avait pas de journalistes là-bas. Comment les images sont sorties? Mais paradoxalement, lorsque l'opération française, soutenue par nos forces de défense et sécurité, libère des otages ici, il y a 2 morts des Français, on ne voit pas les images. Pourquoi? Parce que simplement, dans le processus qu'ils ont mis en œuvre, ils ont dit, nous tenons à prévenir les familles d'abord, à prévenir leurs frères d'armes d'abord. Et nous, on est capable de faire le blackout sur ça. Et quand ce sont nos hommes... Il n'y avait pas de journalistes sur place non plus. Mais nos hommes étaient là-bas, pourquoi ils n'ont pas fait les photos? Oui, je veux dire qu'il faut qu'on rentre dans une situation où il y a véritablement un traitement équitable. Alors, il y aura d'autres personnes qui vont venir évoquer davantage la question, parce qu'il faut qu'on évolue dans... D'accord, ok. Donc j'aurai l'opportunité de revenir là-dessus. Alors, parlons des médias publics. Des travailleurs, il y a quelques semaines de cela, étaient dans la rue, parce que la société d'État qui leur avait été promise en 2015 tarde à venir et paradoxalement, en Conseil des ministres, vous dites qu'il faut poursuivre la réflexion alors qu'il y a eu une étude qui a fait 3 propositions qu'il fallait tout simplement appliquer. Je pense que c'est... Vous savez, il faut qu'on ait parfois aussi le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une grève qui est justifiée, qui a été menée par le Sénatique. Un sitting. Non, je reviens à l'origine. Il y a 6 points dedans. On a satisfait 5 points. Les primes de production, tout cela, on a tout satisfait. Les pigistes qu'on a ramenés, le plan de carrière qui n'existait pas, qu'on a mis en place, c'est justifié. Et il y a une question qui s'est posée, c'était la question de la société d'État. La loi, les 2 lois prises par le CNT, article 30 et article 7, selon que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, dit les entreprises de presse publiques sont les sociétés d'État. Cependant, l'État peut créer ces entreprises sous forme DPE. Lorsque nous avons fait comment on appelle ça, l'accord, on a dit on va mettre un cabinet qui va nous dire comment on va vers les sociétés d'État. La question c'est quoi? Prenons le cas de la télévision nationale. 789 personnes au moment de l'étude. L'entreprise nous dit si on doit aller à la société d'État. 795. Si on va aller à une société d'État, il faut forcément qu'à peu près 300 et quelques personnes soient mises sur le côté. Et que malgré ça, il y a un accompagnement de 25 milliards de francs CFA sur 3 ans pour leur permettre de devenir rentable. Le gouvernement dit, il y a 4 propositions pour la télévision nationale. On regarde la proposition qui va faire le moins de casse sociale. Ça n'empêche pas que le processus peut aboutir dans 2, 3, 4 ou 5 ans à une société d'État. Mais immédiatement, parce que la société d'État, c'est du bénéfice, dont 10% d'être versé à l'État. L'EPE, c'est 20% de prise en charge de ses frais de fonctionnement. La télévision nationale 2017-2018, c'est 7 milliards de frais de fonctionnement, dont 2 milliards sont produits par les recettes propres. On devient société d'État comment dans ce cadre-là? Il y a aussi des propositions qui ont été faites. Mais les propositions sont faites. Et on ne dit pas qu'on ne peut pas aller à la société d'État. On dit que c'est un processus qu'il faut baliser pour ne pas que l'on laisse des personnes sur le carreau. On nous dit non, il faut que ça soit... Déjà 2 ans aussi, ça a pris du temps. Et
L'autre aspect, c'est ça. Je demandais, j'aime bien ça parce que pour une fois, les syndicats étaient membres du comité. Le rapport était signé par eux. Ils savent comment on a eu des problèmes. Et c'est le problème du marché public. On a lancé un appel à candidature pour recruter des entreprises. Ça a traîné. Eux-mêmes, à un moment donné, ils n'étaient pas d'accord avec ce qui avait été proposé comme élément de conclusion. On les a réécrits. Mais ça, ce n'est pas la faute du gouvernement ni la faute du ministre de la Communication. C'est un processus dans lequel ils ont été partie prenante. Alors donc, ils doivent attendre toujours. Non, ils ne doivent pas attendre. Le processus est tel, le président du FASO, plutôt le Premier ministre, a dit on va convoquer un conseil de cabinet et on va regarder en essayant de sauver. Parce que moi, j'ai rentré le dossier en conseil de ministres. J'ai dit voilà ce qui est proposé. On m'a dit mais si on va en société d'État. Ce qu'on vous reproche aussi, monsieur le ministre, c'est que apparemment vous avez une idée peut-être arrêtée aussi sur la question et que bon, non. Vous orientez le gouvernement vers votre position. Je n'oriente pas le gouvernement vers ma position. Vous savez, ça fait 3 ans que je suis au ministère. J'évite, en ce qui concerne notamment les médias, d'être trop impliqué dans la prise de décision en laissant les acteurs tous décider. Ce que je veux dire, c'est un fait. Moi, je ne veux pas tricher sur les faits. Vous avez dit vous-même 795 personnes. On ne peut pas aller en société d'État avec 795 personnes et avoir une entreprise rentable. Ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire, ils ont fait ça, ils ont licencié la moitié des gens pour que ça puisse être société d'État. On dit non. Moi, j'écoute ce que les propositions disent. Il y en a 4. 1, on va comme ça. Mais ça ne peut pas être société d'État. Il va falloir financer continuellement. On diminue de 300 et quelques. Il faut accompagner pendant 426. Pendant 3 ou 4 ans. On va en DPE en leur donnant une comptabilité de société privée. Parce que là, il y a un vrai problème. Et là, les médias ont raison. Je prends Sidoya, qui ne peut pas passer son contrat son marché de papier avec qui il veut. La personne lui vend du mauvais papier. Qui ne peut pas réparer sa machine parce que les modalités de passation des contrats de la fonction publique empêchent l'opérateur allemand, qui est le seul dans la sous-région, de se plier. Je parle de la RTB. Vous êtes dans ce studio-là. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir un studio. Vous savez comment on a dû négocier avec le ministère des Finances un décor cohérent. Comment on a dû négocier point par point pour avoir en fin de compte un accord pour pouvoir mettre en place un nouveau studio. Parce qu'on disait non, il faut le passer normalement. Il y a des menuisiers, il y a des électriciens. Alors que le studio, c'est aussi les appareils techniques, les caméras, tout ces gens en ligne de compte. Donc c'est cette réalité-là qu'il faut prendre en compte. Sur le sujet, nous allons appeler le douanier Ahmed Koné qui est là avec nous ce soir. Il est de l'Observatoire burkinabé des médias. Il va échanger directement avec vous sur la question de liberté et aussi du développement des médias. Ok. Monsieur Koné, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. Monsieur le ministre, j'avoue que je suis un peu ému parce que ça fait une 40aine d'années que j'ai présenté mon dernier journal télévisé ici. Donc je remercie en même temps nos amis de la RTB. Monsieur le ministre, le grand problème au niveau des médias que vous avez quitté pour le gouvernement, c'est la question de la liberté de la presse. Vous savez que le Burkina Faso a signé des conventions internationales, notamment avec l'UNESCO, les Nations Unies, et au début des années 90, notamment à Windhoek, au Namibie, il avait été question surtout de défendre l'indépendance de la presse, avec les grandes privatisations, etc., etc. Et ce qui avait été recommandé, c'était qu'il n'y ait pas d'entrave. Or, le code pénal, en soi, c'est aussi une entrave. Comment pouvez-vous expliquer cela? Puisque le Burkina Faso a quand même pris effectivement de l'essor en ce qui concerne la défense des libertés démocratiques, notamment la liberté de presse. Et nous sommes 4e, comme vous l'avez si bien souligné. Vraiment, je ne vois pas la contradiction. Moi, je ne vois pas en quoi une loi prise dans un cadre par une assemblée, qui est aujourd'hui d'ailleurs en train d'être vérifiée au niveau de sa constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, peut poser problème. En quoi c'est une entrave? Notre pays, depuis 3 ans, progresse. Aucun journaliste n'a été arrêté. Le cadre légal dans lequel nous travaillons, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter certains éléments. Ce n'est pas parce que nous avons pris ces accords-là que nous devons nier la réalité sur le terrain. Le problème, c'est comment peut-on évoluer sans associer les professionnels? Parce que dans le débat qui s'est passé, on a pratiquement constaté que les professionnels étaient absents. Je crois que c'est un des grands problèmes du Burkina Faso parce que lorsque nous regardons nos gouvernants, la plupart du temps, on a le réflexe de la fonction publique. Autrement dit, c'est plutôt
Vous dites, vous dites pas ça à la bonne personne. Parce que le reproche qu'on me fait, c'est d'amener trop d'esprit privé au niveau de la fonction publique. Mais ceux qui prennent les décisions, les législateurs et ceux qui sont dans le gouvernement, ont beaucoup plus le réflexe du public. C'est-à-dire le monopole d'État, et on conserve ce monopole. Et je pense d'ailleurs que c'est un des problèmes parce que la société d'État donne certainement moins de prérogatives au gouvernement si effectivement on passe aux sociétés d'État. Est-ce que ce n'est pas ça qui freine un peu? Non, vous savez bien que moi je suis de ceux qui paradoxalement se sont battus pour qu'on arrive à cette situation. L'idée c'était quoi? C'est d'arriver à avoir un organe qui puisse être opérationnel, de telle sorte qu'il soit à équidistance des acteurs. En réalité, ce qui se pose aujourd'hui comme problème, ce n'est pas le passage à la société d'État. Parce que lui, de toute façon, que ce soit dans 2, 3, 4, 5, 6 ans ou aujourd'hui, on va y aller. C'est comment on fait pour éviter la casse au niveau social. Mais ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Pas qu'on se le cache. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut laisser 300 personnes sur le carreau sous peut-être la société d'État? Ça se discute, monsieur le ministre. Mais une société d'État, mais on est là. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est comme si vous faites... Les acteurs syndicaux étaient membres de la commission. Ils ont assisté à tout. Ils connaissent le débat du début à la fin, monsieur Koné. Il n'y a pas un syndicat qui n'était pas présent. Les rapports ont été signés par eux. Ils savent dans le texte qu'il y a 4 propositions pour la RTB, 2 pour Sidoya. Ils ont signé en bas du rapport. Ça ne veut pas dire que... Le temps que ça met, puisque nous allons vers la fin du mandat du chef de l'État. Quelle garantie on peut donner qu'effectivement... Vous reposez la même question que l'animateur. J'ai dit, le temps n'est pas lié à nous. Il y a eu un processus d'appel à candidature pour des cabinets. Et vous connaissez comment ça se passe. On attaque, on réattaque. En fin de compte, le cabinet a été choisi. Les éléments pour travailler... Dans quelles conditions? Non, non, ça c'est... Parce que ça aussi, ce sont des questions qu'on peut se poser. Vous mettez en doute, vous mettez en doute, compétences vous mettez en doute, peut-être que... Vous mettez en doute la probité du gouvernement dans le choix des cabinets, c'est ce que vous nous nous demandons, est-ce que les cabinets étaient choisis dans le but de progresser au rythme du gouvernement? Je pense qu'on a tous intérêt à avoir une presse qui soit une presse pertinente, une presse efficiente, notamment ce qui concerne les médias publics, parce que aujourd'hui, quand même, quoi qu'on dise, l'action d'accompagner le développement, ils sont plus en phase que ça, même si aujourd'hui tous les acteurs de l'audiovisuel, parce qu'ils signent des conventions, prennent en charge également cette partie de service public. Mais à aucun moment, le gouvernement ne veut traîner sur ce dossier-là. Vous savez, quand un ministre a des grèves, il n'est pas content. Quand un ministre a des gens qui sont dehors, qui marchent, il n'est pas content. Donc, il n'y a pas de volonté du ministre d'aller vers ça. Et je suis encore plus mal à l'aise. Je le dis parce que souvent, j'ai une petite anecdote. Vous savez que dans le texte de loi où on parle de société d'État, et vous pouvez demander aux députés du CNT, j'ai été l'un des rares qui a dit le rédacteur en chef des médias d'État doit être élu. On m'a dit, mais tu es fou, ça n'existe dans aucun pays, donnez-lui cette possibilité. Donc, je sais d'où on est parti, je sais où on est en train d'arriver. Je dis simplement aujourd'hui, il y a une réalité. La casse sociale, là, on ne peut pas l'éviter si on ne trouve pas un moyen pour contourner cela. Ça, on va vous dire que c'est quand vous n'étiez pas sur la table du chef. Vous savez, ce qui se dit en Conseil des ministres, c'est en Conseil des ministres. Mais j'ai l'habitude de dire, y compris au syndicat, je n'aime pas avoir la langue de bois. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je sais pourquoi un certain nombre d'acteurs demandent la société d'État, parce que pour eux, c'est un moyen, effectivement, de donner aux médias de service public une plus grande autonomie dans le traitement de l'information. Je sais aussi que d'autres le demandent uniquement parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un peu plus sur leur salaire. Justement, voilà. Monsieur le ministre. Donc, on a un pays qui a progressé, qui a la liberté d'expression, mais avec des journalistes pauvres. Parce que vous allez dans n'importe quelle rédaction, nous faisons de la formation en tant que doyen, mais je vous assure, lorsque les journalistes, les professionnels des médias à l'intérieur du pays vous disent « Monsieur, j'ai faim », ça fait quelque chose. Et nous, quand nous quittions la RTB sous le monopole d'État, c'était la RTV et la Volta Vision. Les conditions étaient certainement dérisoires, mais on travaillait beaucoup, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand je vois toutes ces infrastructures, il est vrai qu'on peut féliciter les différents gouvernements qui se sont succédés d'avoir fait des efforts. Il reste que les conditions des journalistes sont vraiment pénibles. Et ça ne fait pas honneur à un pays comme le Burkina qui est 4e. Alors, il y a deux choses sur ça, monsieur Koné, deux choses. Et comme je dis chaque fois, voilà quelqu'un qui connaît le processus parce qu'il était à l'intérieur. Lorsqu'on a, sous la houlette du président Luc Alder Thiaw,
on est allé vers la convention collective, y compris, d'ailleurs c'est le même qui a poussé sur la carte de presse, il faut lui reconnaître ce mérite-là. Il y avait un élément en face, c'est permettre aux entreprises de presse de pouvoir générer ce revenu-là et pouvoir prendre en charge ces aspects. Pendant longtemps, les entreprises de presse privées ont dit on n'arrive pas à payer parce qu'on n'a pas les moyens de se mettre en place. Et on avait fait un livre blanc qui devait être mis en œuvre, et puis il y a eu l'insurrection de 2014, et c'est de ce livre blanc-là qu'est extrait le fonds d'appui à la presse privée. Le fonds d'appui à la presse privée a été créé sous le CNT. Malheureusement, dans sa mise en œuvre, il est apparu que pour faire des prêts, la nature du type de fonds ne permettait pas. Il y a eu un problème sur la mutation, parce qu'on a dit, on va mettre 700... C'est un sujet sur lequel on va revenir avec... D'accord, ok. Ah oui, parce que le problème, c'est toujours le même problème, à savoir, est-ce que les associations, est-ce que les organisations socio-professionnelles de médias sont partie prenante dans la circulation de ces fonds? Parce que les financements, il faut qu'on soit... Vous pouvez demander à Rabo, avec Rabo, l'OBM, et pas l'OBM, la CEL, l'UNALPHA, l'Union des langues nationales, les éditeurs de médias, c'est eux qui décident du fonds, c'est eux qui disent comment on va l'utiliser, etc. C'est pas le gouvernement. Donc, ça, c'est un débat. Dans la répartition des fonds, est-ce qu'ils interviennent? Totalement. C'est eux qui répartissent. Et un des problèmes, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les gens des médias ont le sentiment qu'on ne les associe pas suffisamment. Non, pas sur ça. Dans la prise de décision concernant le financement. Pas sur ça. Je crois qu'un des problèmes aussi qu'on a, c'est les banques. Est-ce que nos banques sont suffisamment ouvertes aux médias? C'est pour tourner cet aspect-là qu'on a dit on met en place un fonds. Le fonds qu'on a mis en place, c'est un fonds qui doit permettre aux médias. On a lancé le premier appel à projet 22 juin, je pense, au 22 août, si je ne me trompe pas. Il s'agit de mettre à leur disposition 3 types. Premièrement, pour l'exploitation. Vous avez des tensions de trésorerie, vous ne pouvez pas payer vos salaires, ça ne dépasse pas 10 millions. Deuxièmement, pour l'équipement, 50 millions. Troisièmement, pour l'investissement, plus de 50 millions. Mais c'est les acteurs même qui vont définir quels sont les projets qui vont être déjà en banque. Parce que c'est une banque. C'est une banque qui est mise en place avec un taux, je ne vais pas citer le nom de la banque pour ne pas faire de publicité, avec un taux de 4% hors taxe. De telle sorte que celui qui s'engage, ce n'est pas de l'argent à fond perdu. La presse, c'est d'abord de l'information, du divertissement, de l'éducation, mais c'est aussi un business. Absolument. C'est un business. Donc on ne le fait pas en disant je vais penser que de façon extraordinaire. Non, on le fait avec une logique derrière, en disant je construis une entreprise, je vais prendre en charge des salariés, je vais faire des investissements. Celui qui vient dans la presse en disant non, je veux juste parler de moi, bon, ça va être un peu compliqué, parce que c'est un modèle derrière qu'il faut mettre en place, qui fasse aujourd'hui que certains organes de presse qui existent ne tiennent pas le coup. Mais je suis d'accord avec vous, nous sommes en train de discuter sur la relecture de la convention collective, pour voir effectivement comment on peut aujourd'hui, parce que la convention collective, quand on la regarde, elle est dépassée. Il y a des organes de presse qui payent plus. Aujourd'hui, il y a des organes de presse que moi je connais, qui payent plus que la convention collective. Mais même malgré ça, ça ne suffit pas parce que ça a changé. La convention collective avait été calquée plus ou moins, et c'est là où on parle de fonctionnaires, sur ce que la fonction publique proposait, alors que des métiers de la télévision, par exemple, ne sont pas pris en compte dans le cadre de la fonction publique. Quand vous regardez la RTB aujourd'hui, les profils qu'on propose en termes de plan de carrière, ça ne correspond pas à ce qu'est c'est le fonctionnariat, ce n'est pas la télévision. Comment on fait pour qu'un journaliste qui rentre comme reporter finisse comme grand reporter sans avoir besoin d'être nommé chez le rédacteur en chef, etc. Comment on fait pour que quelqu'un libre d'esprit dans un organe de presse public puisse progresser sans qu'on dise « Ah, il a la mauvaise casquette politique, etc. » Voilà. Comment on fait pour que quelqu'un se retrouve chef de desk sans qu'on ait besoin de le nommer parce que simplement c'est prévu qu'après 10 ans de reportage, après telle chose, il y a telle ou telle chose. C'est ces éléments-là qu'il faut que nous amenions à l'intérieur des médias publics pour donner aux acteurs une plus grande... Donc ce n'est pas... C'est pour ça que je dis... C'est la société d'État qui devait permettre de faire tout cela. Vous savez, la société d'État, pas que ça. Si on regarde la société d'État simplement comme ça, c'est dit que c'est un moyen, c'est pas une fin. Si l'on considère la société d'État comme une fin, c'est un problème. La société d'État, c'est un moyen. C'est permettre aux entreprises de presse publique d'avoir une plus grande autonomie de gestion, d'être plus en phase avec les attentes des populations. Et pour passer par cela, on peut avoir différentes étapes. Mais si on dit société d'État tout de suite et maintenant, parce que c'est fini, demain, on a 400 personnes au chômage. Ça, c'est l'autre vérité qu'il faut qu'on se dise aussi. Voilà. Donc moi, je propose qu'on laisse, sur cette question-là, le gouvernement qui a décidé par la voix du Premier ministre qu'on aura un conseil de cabinet là-dessus,
On va décider de ce Très prochainement ou bien? Très prochainement. Ça avait été bien Bientôt. programmé. Très prochainement. Monsieur le ministre, allez-y, vous avez encore 3 minutes. Ah bon, d'accord. J'aimerais vous poser une question. Oui. Êtes-vous mal à l'aise ou bien à l'aise quand il s'agit de discuter de questions de liberté de la presse avec vos collègues du gouvernement, avec les législateurs, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, avec l'opinion publique et avec les journalistes? J'ai jamais été autant à La l'aise. société civile. J'ai jamais été autant à l'aise. Parce que vous êtes à l'aise avec tout le monde ou Non, vous avez des difficultés dans avec d'autres- personne. avec personne. Avec personne. Vous savez, je parle avec les acteurs. La dernière fois, à la sortie du vote, j'étais en train de taquiner le président de la CEP. Il dit oui, je suis d'accord sur le contexte, mais bon, la formulation n'est pas bonne. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un problème. Et ça, effectivement, il faut le préciser parce que les Tout le monde organisations sait. des médias sont effectivement d'accord qu'il faut réguler. Tout le monde sait Mais qu'il y a un c'est problème. peut-être Tout le monde la sait. formulation. Est-ce La façon de faire. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas été associé? Vous avez parlé d'un certain nombre de textes, certains existaient déjà. Certains, on les a relus simplement en intégrant certains aspects. Il y a de nouveaux. Il parle de Voilà. l'interprétation qu'on peut en faire. Mais c'est pour ça, notre pays, vous savez, moi, c'est pour ça que je suis à l'aise. Notre pays, c'est un pays qui se construit, difficilement, mais qui se construit. Vous savez combien de fois le gouvernement burkinabé a été retoqué par la justice? Moi, ça ne me gêne même pas un peu. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où le droit se construit, le droit positif, là, il se crée. Si on a pris un texte et que les acteurs, dans la pratique, se confrontent à la réalité, le juge va trancher. Aujourd'hui, sans même qu'on ait dit quelque chose, le Conseil constitutionnel s'en est saisi pour voir est-ce qu'il y a une violation des droits fondamentaux des Burkinabés ou pas. Il va décider. Et s'il décide qu'on a raison, que le texte est bon à l'État, à la pratique, le journaliste même pourra aller devant le juge pour dire je ne suis pas d'accord parce que ça a violé mon droit. C'est comme ça se construit un droit positif dans un pays. Il n'y a rien de plus Mais beau. dans la construction, il faut plus de concertation. Et l'un des problèmes, c'est ça. C'est-à-dire que tous les Burkinabés sont fiers et jaloux des libertés démocratiques, y compris la liberté d'expression, la liberté de presse, que nous avons dans notre pays comparativement à d'autres pays. Nous savons bien, nous sommes conscients aussi des efforts qui sont faits de part et d'autre. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les Burkinabés se concertent suffisamment pour se sentir garant chaque Burkinabé et chaque gouvernement Vous savez, du patrimoine national Encore une que- fois, les organes, les médias, je vais les citer de façon.net, WattFM, ils ont fait tous des sondages après la loi. Tous les Burkinabés sont d'accord pour ce texte-là. Parce qu'ils ont conscience qu'il y a une vérité. C'est vrai qu'il y a 30 à 40% qui ne sont pas d'accord, mais la majorité des Burkinabés sont d'accord. Une loi ne peut pas faire l'unanimité. L'essentiel, c'est qu'elle garantisse à chacun l'exercice de sa liberté, de son droit. Et je suis convaincu que dans la pratique, le journaliste qui estimera qu'il a été... On a un collègue, Newton Ahmed Bari, qui avait fait des publications. Est-ce que ça a empêché quelque chose? On allait devant le juge a tranché. Celui qui estime que ça viole son droit là, il le fera, et puis le juge décidera. Mais après tout aussi, je pense qu'on a besoin de protéger aujourd'hui l'action dans laquelle nous sommes. Le Burkina est sur ces 3 frontières, Niger, maintenant avec le Bénin et avec le Mali, dans une situation où il y a de l'insécurité. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir cette réalité. On va réalité-là. remercier M. Ahmed Koné d'être venu échanger avec le ministre. On va poursuivre cette émission avec les questions des téléspectateurs. Merci on va de parler m'avoir invité. Merci beaucoup. La question d'un internaute qu'on va découvrir ensemble, Monsieur le ministre, sur l'écran, c'est Monsieur Lengane Yakuba, qui de la boucle de Mohon. Le ministre de la Communication nous présentait les bonnes actions de communication à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il est aux affaires. Pourquoi ce mutisme? Où sont passés les cartons rouges? À la limite, la presse veut être muselée. C'est M. Lengane Yakuba. Merci. Je lui dis simplement, la position que vous avez en tant que journaliste, ce n'est pas la même position que vous avez en tant que ministre. Moi, j'aimerais bien que les Burkinabés aussi regardent les choses. Bon, quand Lengane il va être dans une situation comme celle-là, on ne peut pas sortir dire j'ai dit ça en conseil des ministres, j'ai fait ça. Ce qui sort du conseil des ministres, en plus je suis porte-parole, je l'assume entièrement. Mais vous n'imaginez pas les débats qui sont à l'intérieur. La presse n'est pas muselée. La presse burkinabé est l'une des plus libres du monde. Ce n'est pas parce que nous disons aujourd'hui qu'il faut regarder par rapport à la sécurité, ne pas dire où nos forces de défense sont en train de se déplacer, ne pas dire quel type d'armes elles ont, ne pas montrer une scène de crime terroriste que nous muselons la presse. Non. Chaque jour que vous ouvrez les radios, les gens parlent. La critique, elle est vive, elle est féroce. C'est ça qui fait avancer une démocratie. En quoi la presse est muselée? Est-ce que montrer le corps de gendarmes tués
le visage des personnes, c'est ça qu'on muselle la presse. C'est peut-être montrer les images au procureur d'abord avant diffusion. Non, c'est-à-dire que c'est pas avant diffusion. C'est-à-dire que moi je dis, j'aime bien les comparaisons. Les attentes, vous avez une chaîne d'international qui fait de l'info continue. Il y a un attentat. Ils font l'info continue pendant quasiment une journée entière. Vous aurez quelques images floues comme ça. Après, le lendemain, 2 jours après, vous aurez des mêmes plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même processus. Il n'y a rien de nouveau. On n'a pas inventé la roue. D'accord. On n'a pas inventé la roue. On va essayer d'aller courtement pour prendre le plus grand nombre de questions. Je crois que M. Lengané a compris votre réponse. On va prendre une autre question ensemble. Un internaute de Haut-Bassin, on va découvrir ensemble. Monsieur le ministre, dites-nous quelle a été votre impression après le vote de loi modificative du code pénal. On se rappelle que vous avez dit lors d'un grand blogueur que l'envoi de l'avant-projet de loi était suspendu pour une large concertation avec les OSC, chose qui n'a pas été faite. Je ne sais pas si j'ai dit une large concertation avec les OSC, mais j'ai dit une large concertation. Je suis allé dans un grand blogueur et j'ai dit, mais c'est ce que j'ai répété sur ce plateau. Le premier projet qui est arrivé, nous l'avons estimé en majorité qu'il y avait des risques pour la presse. Et nous avons dit d'aller discuter avec les acteurs sur certaines choses, etc. Les acteurs disent qu'ils n'ont pas été concertés. Les acteurs, c'est pas que la presse. Moi, je parlais de l'autorité de régulation, du CSC, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, du ministère de la Communication et de la relation avec le Parlement, d'autres acteurs tels que l'économie numérique. On s'est mis ensemble, on a discuté, nos techniciens ont regardé, et ce qu'on a sorti, il est vraiment accepté et consensuel au sein du gouvernement. Nous l'avons transmis au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dans sa pratique, reçoit le gouvernement en audition, et puis l'Assemblée nationale également choisit des acteurs qu'elle auditionne, et ces acteurs-là donnent leurs sentiments, etc. Et une fois la commission saisie au fond, elle propose un rapport. Ce rapport-là, il prend en compte toutes les modifications. Vous savez que les députés, vous envoyez une loi, ils peuvent la changer. Vous envoyez une loi à l'Assemblée, ils changent, ils mettent ce qu'ils veulent. Et je rappelle que sur cette loi-là, toutes les commissions, moi je suis en relation avec le Parlement, souvent quand il y a une commission qui fait un rapport, ils disent observation. Vous sentez qu'à l'intérieur de la commission, il y a eu quelques réticences sur telle ou telle chose. Mais là, aucune commission n'a mis une observation. Elles ont toutes dit, il faut l'adopter parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui pour nos opérations. Je dis, le risque zéro, il n'existe jamais. Mais aujourd'hui, le test que nous avons, s'il est accepté par l'autorité en charge de vérifier la constitutionnalité, doit nous permettre de travailler de telle sorte que nos forces de défense et de sécurité soient en lieu. De telle sorte que les intérêts de la victime ou des ayants droit, ou même des légataires universels soient protégés par un certain nombre d'aspects au niveau des images, etc. C'est tout. Voilà. Nous allons prendre M. Konaté de la région du centre. On va découvrir ensemble, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, comment le gouvernement qui a en son sein d'éminents juristes et d'éminents journalistes et pris des libertés et d'expression, peut-il amener un projet de loi à l'Assemblée nationale qui soit contesté jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse? C'est le fonctionnement de notre pays, c'est un bon pays. C'est quand même très rare que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse. Il y a deux possibilités. Il y a des lois qui systématiquement, on doit vérifier leur constitutionnalité. Certaines lois n'ont pas besoin de le faire. Le président après promulgation. Non, certaines lois n'ont pas besoin de le faire. C'est-à-dire qu'avant même qu'elle soit promulguée, le président du FASO envoie ça au Conseil constitutionnel pour demander est-ce que la loi en état, elle est constitutionnelle. Vous savez, par exemple, quand on fait une ratification d'un accord, et moi j'ai reçu encore sur mon bureau le Premier ministre qui me disait tel accord de prêt donné par tel ou tel pays est jugé inconstitutionnel par le... Mais ça, c'était pas une obligation. Ils l'ont fait, ça montre que notre démocratie fonctionne. Ils l'ont fait parce que ça a suscité un émoi dans la société. Ils l'ont fait parce que les organes de presse, les associations de presse sont montés au créneau, ils ont fait le bruit nécessaire pour qu'on les écoute. C'est comme ça le pays fonctionne. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si demain, le Conseil dit c'est bon, on va l'appliquer. S'il dit c'est pas bon, on va le retirer. Est-ce que vous avez peur que le Conseil dise que... Je n'ai même pas peur de quelque chose. Parce que pour moi, la démocratie se construit. Ce n'est pas des questions de personne. Je n'ai pas peur. Moi, c'est pas une question de personne. Je veux que ça me suffit déjà la réponse. Nous allons prendre M. Ali Diallo de Diapaga. Bonsoir. Il nous appelle au téléphone. Nous allons vous demander de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bango. Nous vous écoutons. Ok. Bonsoir, M. le ministre.
maintenant, c'est pas faire sur la loi CNT de 2015 qui érigeait les médias publics en société d'État et aussi qui créait le fonds d'appui à la presse privée. Oui. On a assisté à l'opérationnalisation, voire même le décaissement de ces fonds à la presse privée, pendant que 4 ans après, la société d'État n'est pas encore effective. Pourquoi? Est-ce que le fonds d'appui à la presse privée a très vite abouti parce que vous êtes aussi un promoteur de presse privée? Aussi, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un sérieux conflit d'intérêts entre votre poste de ministre de la Communication et aussi le promoteur de presse privée que vous êtes? Parce que vous dites souvent que le domaine médiatique a été libéralisé, donc ouvert à la concurrence. Donc, est-ce que vous pensez que, étant ministre de la Communication et ayant la casquette aussi de promoteur de presse privée, vous pouvez aider votre concurrent direct qui sont les médias publics à améliorer les conditions de vie et conditions de travail et vous faire à vous une concurrence? D'accord. Aussi, merci à vous, M. Diallo. Permettez au ministre de... Après, vous allez... Bon, allez-y. Une dernière. Oui. Voilà, et je voulais aussi rappeler que la société d'État, c'est pas ce que les travailleurs des médias publics ont demandé. Ils ont demandé simplement une amélioration de leurs conditions de vie et de leur travail. Et la société d'État leur a été proposée comme étant cette chose-là qui allait leur permettre de sortir, de les régler tous leurs problèmes. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, à vous entendre, c'est comme si c'est ce que les syndics, voire les travailleurs des médias publics ont demandé. Mais ce n'est pas le cas. Les travailleurs ont juste demandé d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas regarder le journal de 13h de la RTV ou bien le journal de 20h sans qu'il n'y ait un petit souci. À chaque moment, c'est des problèmes. La face se coupe ou bien c'est bloqué. On ne sait pas ce qui se passe. Nous pensons que on a compris votre question, Monsieur Diallo, Monsieur le ministre, pour la réponse. Alors, je vais commencer par la dernière question parce qu'il en a posé beaucoup. Je pense que il faut regarder les choses. Mon ministère, le ministère de la Communication, met énormément d'argent au niveau de la radio, par exemple. Parfois, c'est quand vous regardez 2017, on était à près de 40% de transfert sur le budget. 2018, on est passé autour de 22%. Lorsqu'on est arrivé en 2016, il y avait des ajustements. J'ai été l'un des rares ministères à obtenir du Premier ministre qu'on ait des fonds. 600 millions de francs pour numériser le NEDAL. Si après, ce n'est pas bien fait, est-ce que c'est la faute du ministre? Il faut qu'on pose les questions, les responsables sont ailleurs. Pourquoi ça crache à l'antenne alors qu'on a mis 600 millions de francs dedans? Ça, ce n'est pas de ma responsabilité. Les responsabilités sont situées au niveau du département parce que moi, je vous ai transféré de l'argent et vous avez fait le travail. C'est comme ça que nous faisons. Donc, je ne pense pas que nous avons négligé... D'ailleurs, confidence pour confidence, les gens du ministère à la centrale, ils se plaignent parce qu'ils disent pendant 3 ans, même les chaises et refusé de changer, ils disent il faut investir dans les médias. On a accompagné Sidoya, construit des sièges. On a acquis le matériel. On ne fait que aider les médias parce que justement, pour éviter de tomber dans ce qu'il est en train de dire, on va dire tu viens du privé, tu veux les tuer. Je dis, donnons-leur toutes les possibilités pour avancer. Donc, quand vous regardez les proportions que nous transférons au budget, c'est important. Maintenant, deuxième aspect, il a dit c'est par rapport à la société d'État, plutôt le fonds et puis les sociétés d'État. Oui. Paradoxalement, les deux sont arrivés au même moment. Le fonds, on l'a mis en place en 2015. 2016, je n'ai pas pu le mettre, en place. 2017, ça n'a pas marché. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a pu trouver une solution pour transférer l'argent du fonds dans une banque. Parce que l'un des problèmes que ça posait, c'est qu'on n'était pas sûr que les acteurs de la presse privée allaient rembourser. Et donc, il fallait se donner les moyens d'assurer le remboursement de ce fonds-là pour ne pas de l'argent jeté à fonds perdu. Société d'État, c'est exactement la même chose. On est parti dans le même principe et nous sommes aujourd'hui à la fin du processus. Donc, il n'y a pas de raison. Et je suis extrêmement à l'aise parce que j'ai la chance dans ma vie d'avoir commencé dans ce bâtiment-là, d'être passé dans d'autres bâtiments, à la radio, dans le bâtiment de la radio, d'être passé au privé, d'avoir monté ma propre structure et d'avoir eu la chance d'être appelé comme ministre. C'est une chance, parce que je connais les problèmes. Quand je suis arrivé, pigiste, j'ai été pigiste, j'ai touché 25 000 francs CFA. Donc je sais que c'est une question à laquelle les gens travaillent ici qui est difficile. On a résolvé tous les pigistes. Mais aujourd'hui, vous êtes encore en train d'en créer.
De façon subtile, c'est en train de réapparaître. Dans 2 ans, il va falloir encore trouver une solution pour effacer ça. Donc je pense que les acteurs doivent prendre également leurs responsabilités. C'est très important. Je ne suis pas dans une situation de conflit d'intérêts, parce que simplement, aujourd'hui, j'estime que les médias d'État, et je le dis, vous savez, on a mis, le ministère a transféré 400 millions pour faire les décors. La RTB en a ajouté. Demandez aux promoteurs privés combien il y a eu 400 millions pour lancer une télévision. Ils n'ont pas eu ça. Pour faire un décor, on a mis 400 millions de francs. En même temps, vous l'aviez dit tout à l'heure, pour faire un décor à la RTB, il faut multiplier peut-être le prix par 2. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est l'accompagnement que nous apportons. Je sais que la RTB a aujourd'hui les compétences techniques, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui y travaillent sont parmi les mieux formées. Elle a aujourd'hui les compétences au niveau du matériel, nous les accompagnons pour cela. Et je crois que après, si on doit aménager le cadre administratif pour que les acteurs trouvent leur plein épanouissement, on va le faire. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle les frais de production, ça ne marchait pas. Je me suis battu comme un beau diable. Je me rappelle que j'ai fait venir Madame Sori Koulibaly dans mon bureau pendant 1 heure de temps pour lui expliquer c'était quoi les frais de production avant qu'elle accepte. Mais quand on a accepté immédiatement, le lendemain, on m'a dit non, il faut ajouter telle ou telle chose. J'ai dit si j'ajoute ça, le bénéfice va bloquer. Vous n'avez pas de frais de production, ça ne marchait pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a apporté un plus au niveau des contenus, en termes de création, etc. C'est aux téléspectateurs de juger. Nous, on a fait notre travail pour accompagner ce processus-là. Monsieur Karama Bardial nous appelle de Gawa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Voilà, donc moi ma question, en fait je ne partage pas, c'est pas pour adresser la question au ministre. Moi je ne partage pas le point de vue des journalistes parce que les journalistes se satisfont donc de la transmission donc des émissions sans se soucier donc des obstacles qui obstruent donc le travail donc de la justice. Donc pour moi, et si je prends un exemple, l'attaque par exemple de l'état général des armées, et revoyez les premières images, pas les secondes. Les premières présentaient des forces de l'ordre en larmes. Moi je pense que cet état de fait satisfait donc les terroristes. Donc pour moi, en fait, les journalistes veulent rendre un service que le peuple ne désire pas. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est votre point de vue donc qui vient aussi peut-être soutenir. Non, pas soutenir le ministre. Sur l'état-major, par exemple, je vais continuer avec un exemple. Imaginez l'image. Vous savez, l'état-major, beaucoup c'était des militaires qui n'étaient pas armés, c'était des administratifs. Ils viennent, on leur tire dessus. Ils cherchent à sauver leur peau. Mais là, ce n'était pas forcément des médias non. professionnels. Plus les réseaux sociaux. Non, mais même ça, donc la loi permet, ils cherchent à sauver leur peau. Vous imaginez un père de famille qui allait le matin pour travailler, qui se trouve dans une situation où, même si les militaires n'avaient pas d'armes, le réflexe c'est de sauver sa peau. On le montre en train de sortir par un mur, tout le monde voit son visage, le gars il rentre au quartier, qu'est-ce que sa famille dit? Un militaire qui fuit. Alors que personne n'imagine le contexte dans lequel il était. Personne n'imagine. Moi, je rappelle, je le dis toujours, regardez ce qui s'est passé. Marathon de Boston, en plein marathon attentat. Dès qu'on a dit attentat, on n'a plus su ce qui s'est passé jusqu'à ce point, on nous dit, voilà. Pourtant, il y avait du foule. Toutes les caméras étaient braquées. D'accord. On va prendre M. Ali Tamboura, qui nous appelle de Djibo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bon. Je pense que le ministre a déjà fait un plan sur ma question, mais je vais la poser. D'accord, M. Tamboura. Je vais juste de faire la lecture par rapport à l'autosaisine de la Cour de constitutionnelle. La Cour constitutionnelle par rapport à la loi. Le Conseil constitutionnel. Voilà, le Conseil constitutionnel. C'était juste ça. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé, en tout cas, de Djibo. Nous allons poursuivre avec, je ne sais plus si c'est la plateforme. Alors, on me signale à l'oreille qu'il s'agit d'une question sur la plateforme que nous allons découvrir ensemble. Monsieur Lamine Ouedraogo du Centre, pourquoi certaines télévisions n'ont toujours pas de programme, mais fonctionnent en mode test? Que dit la loi à propos de cela? Je crois que la personne parle de la TNT qu'on n'a pas encore abordée, mais on va vous permettre. Mais je pense que M. Lamine pose un vrai problème. Ouais. Un vrai problème. Et le régulateur du contenu, c'est le CSC. Vous savez,
on s'est battu pour avoir un multiplex national. Et si on veut que le multiplex national ait une portée, il faut que les opérateurs, les éditeurs respectent leurs engagements par rapport à ça. C'est-à-dire que nous avons demandé un arrêté du Premier ministre qui va être pris de telle sorte que le 1er novembre, il y a une extinction du signal. Ça voudrait dire que celui qui a dit qu'il veut faire une télévision où il met des séries africaines, il faut qu'il y ait des séries africaines. Celui qui dit qu'il veut faire une télévision où il y a du sport et de la musique, il faut qu'il y ait du sport et de la musique. Jusqu'à présent, c'est des tests. Mais à un moment donné, il faut que le CSC, et c'est ça la différence, moi je ne m'occupe pas des contenus, que le CSC oblige les acteurs à le faire. Sinon, l'avantage du bouquet que nous avons, il va être perdu. On est l'un des seuls pays africains à avoir accepté d'aller sur le bouquet national. Tous les autres pays ont dit, on va faire rentrer Canal+, on va faire rentrer... Nous, on a gardé le bouquet national. Et aujourd'hui, si on veut avoir cette plus-value-là, créer un écosystème derrière, c'est-à-dire avoir des journalistes qui produisent des reportages qui sont achetés, avoir des gens qui font des séries qui sont achetées, créer un vrai écosystème de la télévision, de l'audiovisuel, il faut que les acteurs respectent effectivement ce pourquoi ils ont postulé. Et on peut le trouver, puisque ils ont postulé au CSC et on leur a attribué des télévisions pour des fréquences plutôt pour faire telle ou telle chose. On va appeler M. Ali Rabo qui est avec nous, qui va venir justement parler de cette question, le déploiement de la TNT à travers le territoire et la couverture des autres médias. Monsieur Ali Rabo, bonsoir. Smaïla. Smaïla Rabo, pardon, bonsoir. C'est normal. Parce que je viens de parler avec Ali Diallo. Donc, voilà, monsieur Smaïla Rabo, pardon, bonsoir. Simon. Vous êtes membre de l'UNALPHA. Oui. Et vous êtes journaliste aussi. Vous avez la parole pour échanger avec le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Rabo. Voilà, le président du Faso, quand il battait campagne, a promis au Burkinabé d'assurer la couverture totale du territoire pour la radio et la télévision. Où on en est aujourd'hui? Alors c'est un enjeu majeur. Pour la radio, il y a deux aspects qui sont importants. On était à peu près à 50% lorsque le président du Faso a été élu. Et nous avons misé sur deux axes. La remise en place de la radio rurale. Sur ces 3 années, nous avons mis à peu près en place 19 émetteurs. La remise en place des émetteurs de la radio nationale. On est à peu près, je pense, on doit être autour d'une vingtaine d'émetteurs, 19 à peu près. Mais il y en a certaines qui n'ont pas pu être connectées pour des questions notamment liées à la sécurité de l'environnement. Donc on est passé de façon générale à 53%, à 85 ou 87% selon qu'on est radio rurale ou radio nationale. Donc il y a eu véritablement une expansion. Maintenant, il y a des émetteurs qu'on n'a pas pu mettre, parfois pour des raisons sécuritaires. À Seba, à Arbinda par exemple, on n'a pas pu les allumer, radio rurale, radio nationale. Mais on a progressé et nous espérons que 2019, avec les dernières acquisitions d'émetteurs dans les tranches que nous avons obtenues, je reviens à mon propos de base, pour respecter cet engagement-là en 2016, alors qu'on a réduit les budgets partout, le Premier ministre nous a donné l'autorisation d'acquérir les émetteurs sur 3 ans pour respecter cet engagement. Dans le même optique qu'on avait la numérisation pour préparer la TNT. Donc c'est des actes importants qui ont été faits. En ce qui concerne la télévision, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire en toute franchise, le seul problème que nous avons, c'est que tout le monde n'a pas le décodeur. Sinon, la couverture, elle est quasiment totale. Il y a on a 35 sites pour la télévision TNT. 35. Tout a été installé. 5 avaient des difficultés de raccordement avec l'énergie. Soit des Copel, soit avec la Sonabel. C'est fait. Il y a 2 qui malheureusement ont des problèmes, c'est des questions sécuritaires. C'est ces 2-là que nous avons la peine à ramener. Donc aujourd'hui, si on décidait que tous les Burkinabés avaient l'accès à la TNT, si on coupait, même dans des zones comme Oronkwa, les trous... Oronkwa, c'est une voilà. de Burkina. Voilà. Non, parce qu'il y avait toujours eu des problèmes. Oui, par rapport au relief. Par rapport au relief. Oui. Vous savez bien, je pense ça parce que c'est une des zones où les gens regardaient, écoutaient plus les télévisions et les radios d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est réglé. Notamment, c'est sur la route de mon village. Donc, je sais pourquoi vous avez... Je rebondis en compartimentant. Je prends d'abord la radio. Vous avez dit qu'il y a assez d'émetteurs qui ont été acquis. Mais il y a un autre problème. Oui. Je vous prends des exemples précis. À Léo et à Nyangoloko, les émetteurs sont disponibilisés pour la radio nationale, mais il n'y a pas de fréquence. Donc ces émetteurs-là ne peuvent pas marcher. Dans d'autres localités comme Diapaga par exemple, les émetteurs, comme Kongoussi aussi, les émetteurs ne sont même pas encore installés parce que les techniciens, leur problème, même quand on les installe,
S'il n'y a pas la fréquence, ça ne sert pas à grand-chose. Non, je réponds de façon simple. Ça, c'est le problème dont parlait le grand frère Koné du fonctionnaire. C'est-à-dire que la télévision nationale et la radio nationale ne pensent pas qu'eux, ils doivent payer des frais de redevance. Alors que la loi... Au Conseil supérieur de la communication et à l'ARCEP. À l'ARCEP. C'est-à-dire que pour avoir une fréquence, il faut payer. C'est ce que la loi dit. Donc, les médias, télé et radio nationales disent non, nous on est télé et radio, on ne peut pas payer. Mais la loi dit qu'il faut qu'ils payent. Mais c'est vous qui devez prendre les dispositions pour que ces médias publics payent. Laissez-moi terminer. Oui, c'est l'État qui paye à l'État. Mais sur le principe déjà, nous sommes en train de tomber d'accord avec la... Parce que si vous dites que vous ne payez pas, il faut trouver un élément, parce que la loi dit que tout le monde paye. Donc, on trouve le moyen maintenant de payer. Et nous, on dit, il faut payer. Maintenant, on va demander à l'ARCEP comment nous allons échelonner le paiement, mais ils vont nous donner les fréquences à l'avance. Il y en a pas seulement d'eau, c'est un certain nombre important, parce qu'il y a les fréquences de la radio rurale, il y a les fréquences également de la radio nationale. Donc, ça pose un problème. Les émetteurs sont là, et il n'y a pas de fréquence. Le projet de contrat est rentré à l'ARCEP. Je pense que le président de l'ARCEP a une oreille favorable à notre écoute, et on va pouvoir gérer ça. Mais c'est une question simplement de texte. La loi dit qu'il faut payer des redevances pour qu'on te donne la fréquence. La télévision nationale, la nationale dit non, nous, les radios nationales, on ne paye pas les fréquences. Mais la loi dit qu'il faut payer. C'est simple. Donc, c'est comment on sort de cette situation. Une question de fond, c'est la question. Nous ferons des facturations spéciales pour l'ARCEP. D'accord, tant mieux. Une question de fond. Oui. Vous avez dit tout de suite, moi j'avais 80% de couverture du territoire en radio, vous avez dit 85%, 87%, c'est pas un problème. La radio est à 83%. Et la radio nationale? Un peu plus, je retrouve 87%. Voilà. Même si on prend 87%, il reste 13% de marge. Où est la souveraineté de l'État? Surtout dans un contexte d'insécurité. Mais vous posez une question que je dirais extraordinaire. La souveraineté de l'État, elle est déjà d'être passée de 53 à 78 et de trouver le moyen d'atteindre le reste. C'est pas parce que nous n'avons pas mis les 13% qu'il n'y a pas de souveraineté de l'État. Ah oui, mais s'il y a des zones où on n'arrose pas. Il y a des zones avant, on est passé de 53 à 83. Et on a encore cette année des émetteurs à mettre en place. Et il y a l'année prochaine des éléments pour finaliser. Donc vraiment, je pense que l'engagement de couverture télévision nationale, elle est acquise. Il reste radio et télé, elle va être acquise également. Nous sommes passés de 53 à 83 et à 87. Je pense quand même qu'il y a eu un effort. Il reste 12, 14 ou 15 mois. À la fin, vous viendrez voir si ce n'est pas couvert. Dans un an, on va vérifier. Maintenant, là où le bas blesse, quand il y a l'émetteur, il y a la fréquence, et puis pour la petite coupure d'électricité, tout s'arrête parce qu'il manque un onduleur. Monsieur le ministre, c'est quand même gros quand même. Ça, c'est un problème, mais je fais remarquer que c'est aussi le problème de la conception du projet par les acteurs de la télévision nationale et la RTB. Le ministre, non. Ça dit que c'est facile de dire c'est le ministre. Ce sont des EPE. Ils amènent des projets d'investissement, le ministre les porte et obtient les financements. Ok? J'aime prendre cet exemple. Je me suis battu pour avoir les 600 millions pour la numérisation. Quand j'ai voulu parler, ça m'a dit non, tu ne te regardes pas dedans. Tu ne peux pas nous amener un de tes acteurs, on va choisir nous-mêmes nos acteurs. C'est ce qu'on m'a dit. Je leur ai transféré l'argent, j'ai fermé la bouche. C'est pareil. Maintenant, pour revenir à la question de façon plus sérieuse, on a la chance d'avoir la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, qui, elle, a installé 35 sites et installe des sites relais. Donc aujourd'hui, et le hasard faisant bien les choses, le directeur général de la télévision nationale a été quelques années en arrière PCA de la SBT. Il connaît les potentialités. Avec la DG de la SBT, avec le PCA, il discute pour qu'on puisse avoir un système où les émetteurs de la radio nationale sont hébergés, parce que la SBT a tout un système pour assurer la continuité de la diffusion. Il y a simplement sur la SBT un problème à Dédougou, parce qu'il y a le transformateur qui n'est pas chez nous, qui est de la Sonabel, qui a pété, mais la Sonabel veut que nous payions le transformateur. Donc on dit, on est en train de discuter de ça. Sinon, normalement, c'est pour ça d'ailleurs que, comme le groupe ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24 en termes de coût d'énergie, on est obligé de réguler les heures dans cette zone-là. Voilà un peu la réalité. On va parler justement concrètement de la TNT aujourd'hui. On se demande quel est le modèle économique que vous avez prévu pour la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, parce qu'on se demande comment vous pourrez rentabiliser dans un contexte de polémique où les éditeurs privés de télévision disent qu'ils ne peuvent pas payer 30 millions par an. Ils veulent payer 18 millions par an. Vous dites de payer 30 millions par an, ce qui semble cher payé. Comment la SBT va rentabiliser?
en âge de société d'État, tout de suite, elle était déficitaire. Alors, s'ils ne veulent pas payer 30 millions, ils ont la chance qu'on leur propose 30 millions. Parce que le modèle, c'est qu'ils payent 300 millions. Par an? Par an. Par télévision? Par télévision. C'est pas réaliste, monsieur le ministre. Non. Laissez-moi terminer. C'est pas réaliste, on est au Burkina. Non, je reviens au problème dont a parlé le grand frère Koné, la vision du fonctionnaire. On a fait un programme qui est très bien. Et ça, je crois que je l'endosse avec beaucoup de plaisir. Parce que les ministres qui ont bâti ce... On dit, il faut qu'on arrive avec une TNT qui crée un contenu national. Dans tous les pays qui ont mis la TNT en place, il n'y a pas de contenu étranger. Si vous allez en France, la TNT, c'est la télévision française. Sauf dans les zones frontalières avec l'Allemagne et la Belgique, où vous avez, de par la mixité. Sinon, nous, on ne peut pas venir mettre une TNT et avoir des contenus étrangers parce que le prochain grand business, entre guillemets, c'est le business des contenus et de la culture. Mais vous dites que les voisins africains font ça avec des chaînes internationales. Je continue. Donc, nous, ce programme, on l'a mis en place. Donc, le modèle, il fallait payer 300 millions pour que la SBT soit rentable. On a dit, trouvons des dérivatifs. Un des dérivatifs, c'est d'avoir... Puisque la structuration, l'infrastructure a été mise en place pour avoir au moins 2 multiplexes. Pour les téléspectateurs, le multiplex, c'est le système qui permet d'avoir la compression des 20 chaînes de télévision au moins qu'on diffuse. Donc on peut mettre un deuxième multiplex. Et lui, il va être payant. Il va payer à la SBT. Ensuite, il y a tout ce qu'on peut avoir comme produits dérivés, c'est-à-dire la télévision à la demande, tout ce qui peut être lié à ça. Mais aujourd'hui, il faut que cela se mette en place. Il faut par exemple qu'il y ait une bonne connexion Internet. Il faut que l'opérateur soit choisi. Et donc, on a 2 ou 3 années minimum sur lesquelles il faudra que l'État accompagne la SBT. La question fondamentale, c'est celle qu'a tranché PM. Son Excellence, le Premier ministre, a dit les Burkinabés, où qu'ils soient, doivent avoir accès le plus largement possible à l'offre télévisuelle. On parlait de notre liberté de la presse. Un des éléments, c'est la pluralité des opinions. Parce que la presse, dans nos pays, ce n'est pas seulement de dire, mais ça permet aux gens aussi de dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire c'est vraiment un cadre où ils ont l'information, mais où également ils ont la liberté d'expression. Et donc, partant de ça, on va trouver le juste milieu. Mais ce que je veux faire comprendre... Avec 30 millions, on peut rentabiliser la SBT. C'est pas possible. Ça veut dire que l'État sera obligé... Non, j'ai parlé tout à l'heure, André m'a pas écouté. J'ai dit sur 3 ans, il va falloir trouver un modèle intermédiaire pour sortir de cette situation. Parce qu'on ne peut pas, une société d'État, c'est le même problème qu'on va avoir avec la RTB, une société d'État ne peut pas avoir des subventions. Lorsqu'on discutait, le ministère de l'économie et des Finances et du Commerce a dit non, il faut changer la structure. Soit vous en faites une société, un EHPAD administratif qui gère le patrimoine, mais il faut trouver une solution autre. Parce qu'on comprend votre impératif d'avoir une couverture nationale et d'offrir le plus de télévision nationale à tous les Burkinabés, mais on ne peut pas rester en société d'État et avoir une subvention. Voilà la réalité. On est d'accord avec ça. Il reste qu'une question plus fermée. On a acquis la TNT à 45 milliards au Burkina, c'est ça? Un peu, oui, c'est à peu près ça. La Côte d'Ivoire à 22 milliards. Oui. Pourquoi? Parce que 22 milliards, 42 milliards, c'est tout compris, tout compris. En fait, nous, on s'est retrouvés aussi autour de 22 milliards, puisque l'État a enlevé les taxes. OK? La Côte d'Ivoire a fait 22 milliards, mais la Côte d'Ivoire a fait 22 milliards, pas sur tout le territoire national. Ils vont étape par étape. Il faut regarder les choses en face. La Côte d'Ivoire a fait ça à 22 milliards et elle a donné ça à un opérateur étranger qui met ses chaînes à l'intérieur et qui sont complétées par 4 ou 5 chaînes ivoiriennes. Et ce n'est pas justement dans les soucis de rentabilisation. Je peux terminer. Notre réalité est telle que quand vous faites la TNT au Burkina, vous avez déjà, aujourd'hui on a 29 chaînes plus ou moins. Vous avez déjà, comment vous faites? Vous supprimez ces chaînes-là pour aller dans la TNT, vous faites avec. Il faut tenir compte de l'existant. Deuxièmement, même là-bas, on leur a dit de payer 300 millions, les 5 chaînes disent qu'elles ne peuvent pas payer 300 millions. Ils n'ont pas pu avancer d'un iota. Le Sénégal qui a commencé la TNT avec nous, c'est bloqué. Ils ont arrêté. La Côte d'Ivoire, qui a un processus qui a démarré en retard, ils sont en train de discuter des causes. Dans la sous-région... Le Rwanda qui a réussi. Ouais, le Rwanda a réussi. Mais le Rwanda, c'est un phénomène à part en termes d'espace, en termes comment on appelle ça, de connexion Internet. Si vous avez la connexion Internet, par exemple, vous n'êtes pas obligé de louer le satellite. Nous, on loue une bonne partie du satellite, ça nous coûte à peu près plus du milliard pour pouvoir reprendre les services de la RTB et permettre d'amener les signaux d'un point à un autre sur l'étendue du territoire. Voilà la réalité. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont une option qui permet aux télévisions d'avoir leur audimat en temps réel, c'est-à-dire de savoir combien de téléspectateurs sur chaque télévision. Nous, on n'a pas cette option. Pourquoi? Parce que si on devait mettre ça, ça devrait être au niveau du décodeur. Si on met ça au niveau du décodeur, c'est-à-dire il faut imposer les décodeurs au Burkinabé, alors qu'on a arrêté le prix du décodeur. Il ne doit pas dépasser 10 000 francs CFA, le décodeur de base.
celui qui va venir les services à valeur ajoutée va pouvoir le mettre dessus. La seule chose que nous avons mis en plus, quand nous avons pris le projet, c'est la possibilité de le crypter. Parce qu'en se disant, peut-être que demain on peut dire aux gens, il faut payer 5 francs au moins pour avoir le truc. Mais quand on en parle, ça, tout le monde vous tombe dessus. Oui, mais ça fait plus de dépenses pour les ménages, voilà. Vous demandez plus d'argent aux gens. Est-ce que, par exemple, en mettant feu au signal, non, pour répondre à votre question, analogique, le premier pour répondre à votre question, oui. C'est vrai que si on avait imposé un décodeur, on aurait pu avoir à la fois des études d'audience, mais malheureusement, on aurait mis des décodeurs trop chers pour les populations. Donc c'est pour ça qu'on a ramené. Aujourd'hui, le décodeur, il est à 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Il n'atteint pas 10 000 francs. Décodeur de base. Voilà. C'est la réalité. Finalement, avec la TNT aujourd'hui, est-ce que le téléspectateur il gagne? Est-ce que l'État gagne? Qui gagne finalement? C'est peut-être ceux qui fabriquent des décodeurs pour nous. Non, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Parce qu'on a une couverture aujourd'hui de plus de 90% de tout le territoire national. Les zones qui n'avaient pas d'accès ont aujourd'hui accès. Aujourd'hui, on a des possibilités d'avoir, pour le Burkinabé, qui est à Gawa, qui est à Dori, qui est à Kaya ou qui est à Dédougou, les mêmes programmes. C'est quand même une richesse. Pour notre pays, on a la possibilité de créer des contenus. Les opérateurs gagnent, la population gagne et l'État gagne. Tout le monde est gagnant dans cet aspect-là. C'est comme si vous construisez un chemin de fer. Toutes les populations sur le chemin de gagnent. La TNT, pour moi, c'est un chemin de fer. Et on met un rail qui apporte du contenu. Et tous les acteurs, celui qui conduit la locomotive gagne, celui qui est transporté gagne, celui qui a le chemin de fer gagne. Chacun gagne. C'est un élément, c'est une révolution la TNT. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup aimé que la Canal Plus ait permis, que la télévision ait permis à Canal Plus de diffuser les matchs. Et de la Coupe d'Afrique. Parce que ça aurait permis au Burkinabé d'avoir la TNT et d'avoir le match gratuitement chez eux. Ils ont déjà eu le temps de se connecter à la TNT parce que ça a pris quand même un temps de flottement. J'ai 30 secondes pour poser une dernière question. Allez-y. Est-ce que le gouvernement paye maintenant ses factures en souffrance auprès des médias? Moi, j'essaie de payer. Je ne connais pas pour les autres ministres. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, monsieur Ismaël Arabo, d'être venu échanger avec le ministre. Monsieur le ministre, on va prendre une question au téléphone. Oui. Monsieur Claude Nyoli qui nous appelle de Diapaga. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kongo. Nous vous écoutons. Ok, merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur Nyoli, bonsoir. Ok, merci beaucoup. Je suis à Diapaga. Oui. Je voulais vous poser deux questions, mais M. Bravo vous a posé d'abord la deuxième question. Donc je pars avec l'autre question maintenant. Je voulais vous demander, est-ce que la RTV a des correspondances sur toutes les 45 provinces du Burkina Faso? S'il n'y en a pas, pourquoi? Je suis à Diaspora ici, nous avons un émetteur. Mais depuis plusieurs fois, je suis allé là-bas. J'espère qu'il n'y a pas un correspondant ici. À tout temps, il y a des événements, la plupart, c'est des parents qui viennent ici pour faire le reportage. Pourquoi? Merci. C'était ça ma question. Monsieur le ministre répond. En principe, la question devait être posée au DG de la RTB. Je pense que la question, c'est plus le DG de la RTB. Oui. Je pense aussi que ça correspond à un positionnement au site spatial et puis ça a des implications parfois. Mais ça me permet de revenir à un des éléments de l'étude, parce qu'un des cabinets disait, peut-être que la solution, c'est d'avoir cette société d'État-là avec un regroupement de tous les métiers, radio, télévision, presse, pour que de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de construire à chaque fois des trucs, et un siège citoyen ici, qu'on peut mettre ça ensemble, et que le correspondant AIB, qui est là, puisse travailler également de l'autre côté, puisqu'aujourd'hui, les agences de presse, c'est à la fois le papier, mais c'est également l'audiovisuel. Donc, c'est une des propositions qui a été faite, c'est la 4e proposition qui a été faite, qui existe dans le dossier. Mais pour le reste, je pense que ça, c'est une question qui sied plus au DG de la RTB, parce que le déploiement et la stratégie de la RTB, c'est lui qui gère ça avec son conseil d'administration. Mais il faut dire que la RTB n'a pas forcément le moyen non plus d'avoir les correspondants dans les 45 provinces de Burkina, parce qu'il faut bien les entretenir. Je réponds peut-être au nom du DG de la RTB, mais comme il n'est pas sur ce plateau, je me sens dans l'obligation donc de répondre. Monsieur Albert Ouedraogo, peut-être que si on utilise mieux les 360 et quelques autres personnes qui sont là, on pourrait avoir des correspondants partout. Il y aura peut-être un déficit au centre. Monsieur Albert Ouedraogo nous appelle de Dédougou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, dans ce que monsieur le ministre est en train d'exposer, j'ai entendu que les fréquences, là, il faut payer. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qui doit payer ces fréquences-là.
C'est comment? C'est juste ma question. Oui, en fait ce que je vais expliquer, c'est que lorsque vous demandez une fréquence pour une radio, l'ARCEP vérifie si la fréquence est disponible et elle vous l'octroie. Et lorsqu'elle vous l'octroie, vous devez payer une redevance. Dans le cas d'espèces, les médias d'État, la radio en particulier nationale, ne se sentaient pas... Les médias publics, on préfère, parce que... Les médias publics, oui, les médias publics. Bon, j'ai blessé votre susceptibilité. Les médias publics ont cette tendance-là à dire, bon, mais on est l'État, on ne paye pas. Mais bon, quand vous allez payer du carburant, vous payez. Donc vous payez. Donc après, il faut qu'on trouve les moyens pour gérer cette question-là. Mais j'ai dit que le président de la CEP a eu une autorité, M. Milego a eu une oreille très favorable. Et on va trouver donc des solutions pour que effectivement les fréquences qui nous ont été demandées puissent nous être accordées. Mais il faut savoir que la RTB va payer, même si c'est le gouvernement qui sera obligé de payer, la RTB va payer parce que c'est comme ça. La loi le dit à l'instant, on ne peut pas déroger pour les médias de service public, notamment la radio nationale. Voilà. D'accord. On va découvrir une question sur la plateforme. Monsieur Ramdé Abdourahman de la Boucle de Mouhoun. Oui, depuis plus d'une semaine, on n'arrive pas à écouter la radio nationale rurale. La radio nationale, la radio rurale certainement. Y a-t-il un problème? Et la TNT se coupe. Voilà, monsieur le... Là, c'est une autre question. Donc, on va aller. Voilà. J'en avais parlé tout à l'heure de Dédougou. En fait, on a eu un problème sur la ligne électrique. Et pour pouvoir donner la chance aux gens de suivre un peu la canne et certaines informations, malheureusement, on a fait des choix. Mais c'est un problème qui... Ça peut faire jurisprudence. C'est pour ça que nous faisons très attention. Parce que ce n'est pas des installations qui sont logées chez nous. C'est des installations qui sont sur le secteur de la Sonabel. Et la Sonabel veut en partie que nous prenions ces installations, la réparation en charge. Nous disons non. Parce que nous avons tellement de sites que si à chaque fois un problème se passe sur le transfo au niveau du pylône là, et qu'on nous dit nous de payer, on ne va pas s'en sortir. Donc c'est un peu ce débat de jurisprudence là-dessus que nous travaillons. J'ai personnellement écrit il y a quelques jours de cela une lettre au ministre de l'Énergie pour poser le problème afin que nous puissions se trouver une solution parce qu'elle pénalise. Et ça va être d'autant plus grave que lorsque nous allons avoir l'instruction du signal, les acteurs pourront se retourner contre la SBT et demander des réparations. Parce que si un annonceur de Dédougou attend une publicité à cet instant-là et que ça ne passe pas, il peut se retourner vers la RTB, demander des réparations, la RTB va se retourner vers la SBT. Donc il faut que nous balisions très bien ce décrochage-là afin de pouvoir donc avoir véritablement une quiétude entre les différents opérateurs. Voilà pourquoi, et comme maintenant il y a une colocalisation, lorsque c'est coupé ici, c'est coupé aussi de l'autre côté, ça permet de réduire les charges de la radio nationale et de la radio rurale. Alors, Madame Dorine Ouedraogo nous appelle du centre, nous l'écoutons. Bonsoir. Oui, c'est sur la plateforme, c'est pas un appel. Elle me demande de revenir. Voilà. Oui, monsieur le ministre, pouvez-vous revenir sur ce qui explique que la RTB télé était cryptée sur le bouquet canal, plus pendant les matchs au début de la CAN? Je pense que c'est une question de droit. Le directeur général de la télévision, M. Pascal Tombiano, l'a bien expliqué. La RTB a acquis les droits sur l'espace. Il faut que les gens comprennent que les droits s'acquièrent sur des espaces géographiques. Et sur cet espace géographique-là, le seul qui avait le droit de diffuser, le seul média, c'était la radio-télévision nationale du Burkina. Et il a fallu donc que la RTB négocie avec l'Union des radios-télévisions africaines et obtienne donc cette autorisation pour donner le signal à Canal. C'est pour ça. Par contre, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il n'est pas normal que pendant ce temps-là, il y ait du noir. Ça, c'est un problème qui se pose et sur lequel nous avons d'ailleurs interpellé le CSC parce que nous pensons que si vous suivez une chaîne française et que pendant qu'ils n'ont pas les droits, ils mettent quelque chose d'autre à la place. Nous, on ne doit pas pouvoir avoir du noir. Donc il faut que si Canal ne nous donne pas le match de football, qu'il nous donne quelque chose d'autre à la place. Mais on ne paye pas pour avoir du noir pendant 4 heures de temps. Là, je pense qu'il y a un problème. Mais sur la question des droits, c'est clair que les droits sont donnés à la radio-télévision nationale et que sur l'espace burkinabé, c'est la télévision nationale seule qui avait le droit de diffuser les matchs, sauf entendre ce qui s'est passé. D'accord. Une autre question sur la plateforme. Kombari du centre S, monsieur le ministre,
À quand le délai pour la couverture TNT sur l'étendue du territoire, ici, dans le Koulpeurgo, nous sommes déconnectés de la chaîne nationale? Non, je pense que s'il a le décodeur, normalement, ces questions-là sont réglées. Je le dis, j'avais même amené ma carte, je ne l'ai pas prise avec moi. À l'exception donc de 5 sites, tout le territoire est couvert. Donc c'est l'occasion pour appeler les téléspectateurs à acquérir les décodeurs. Ils coûtent moins cher, ils sont accessibles partout. Ou à regarder parfois les télévisions qui sont rentrées normalement, et ça c'est le problème, la loi sur la télévision numérique de terre, prise en 2013, obligeait les importateurs à importer des téléviseurs avec des décodeurs intégrés. Normalement, aujourd'hui, on ne peut pas payer un décodeur s'il n'y a pas un téléviseur, s'il n'y a pas un décodeur intégré. Malheureusement, certains téléviseurs n'ont pas les décodeurs intégrés, mais il faut pousser vers ça. Nous avons pris un texte. Les décodeurs font partie des produits dont les prix sont définis par un arrêté. On a mis ça au même titre que le pain, etc. Aujourd'hui, le décodeur de base ne doit pas dépasser 10 000 francs CFA. La concurrence fait qu'aujourd'hui, vous en avez à un peu moins, selon les qualités, mais vous avez le décodeur. Et si vous prenez un téléviseur aujourd'hui, il y en a plein qui arrivent de Chine, d'Inde, etc. Ils ont tous des décodeurs intégrés. Et vous mettez juste l'antenne, vous faites la recherche, et vous avez les 19-20 chaînes qui se présentent, y compris donc celles dont on a parlé, les chaînes qui sont en test et qui devront basculer. Au 1er novembre, il n'y aura plus de signal. 2019, il n'y aura plus de signal hertzien. L'analogique là va disparaître. Ça va être purement le signal numérique. Donc il faut que les acteurs se préparent. La SBT fait un travail. J'ai vu que dans certaines régions, même dans les marchés, ils vont expliquer aux gens. Ils vont même dans certains cours pour dire aux gens, notamment dans les régions de l'intérieur, ce qu'il faut faire pour avancer dans ce domaine-là. D'accord. Monsieur Valère Da nous écrit de Gawa. Nous allons découvrir ensemble, monsieur le ministre. Le Numbiel fait partie des rares provinces non encore couvertes par la RTV, radio comme télé. La province est couverte par des chaînes des pays voisins comme le Ghana, la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, à quand la RTV dans le Numbiel, particulièrement à Batié, le chef-lieu? Les 5 en attente dont je parle, c'est Seba et Armida pour les questions de sécurité, Solenzo, Batié et Mangodara. Ça a été raccordé au réseau. Littéralement, comme on dit, on attend qu'ils viennent mettre le compteur. Voilà, c'est à ce stade-là nous sommes. Donc les 5 qui nous sont en attente, je rappelle, c'est Seba et Arbinda. C'est pour des questions de sécurité qu'on n'a pas pu les raccorder. Solenzo, Batié, Mangodara ont été raccordés au réseau. Et les fils sont arrivés dans les localités. Et maintenant, nous attendons juste qu'on vienne nous mettre, on dépose le compteur pour qu'on puisse commencer. Donc je réponds à monsieur, ça va se faire très rapidement dans les semaines qui viennent. Alors, encore une question sur la plateforme que nous allons découvrir. Apparemment, il y a un problème pour connecter. Alors, donc, monsieur le ministre, alors, on me donne la question. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, on me dit que les téléspectateurs vous posent la question, on découvre ensemble. Monsieur le ministre, quelle différence existe entre les activités de l'ONAFA et de celles du CSC? Est-ce vraiment nécessaire de créer cette instance pour suppléer le CSC? L'ONAFA, c'est quoi? Franchement, c'est pas une question... voilà. Le est fait religieux. Oui. Mais les faits religieux ne sont pas... Alors, on va passer parce que cette question, on ne la comprend pas. Mais il y a une autre question qu'on me donne de l'autre côté. Étant à l'intérieur du gouvernement, si vous deviez donner un carton aujourd'hui, quelle couleur ce carton aura? Je ne sais pas pourquoi vous voulez que quelqu'un... Parce que vous aviez habitué le Burkinabé à des cartons. Pourquoi vous voulez que quelqu'un se flagelle lui-même? Laissez les acteurs vont donner un carton. Et je rappelle que nous sommes dans une démocratie qui est une démocratie élective. Il y a un homme qui a présenté sa candidature, qui a été élu à une très forte majorité, qui a jusqu'en 2020 pour afficher. Il y a des réalisations importantes. Malheureusement... Mais lorsque vous donniez les cartons, c'était un gouvernement élu aussi. Oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas donner des cartons dans ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un de très honnête. Que les autres me jugent et j'avance. Et c'est pour ça que la critique, elle est importante. C'est pour ça que les médias sont vitaux dans notre démocratie, parce qu'ils apportent des critiques. Mais je pense que ce serait faire de
être malhonnête que de dire je vais me donner un carton. En français facile, vous n'êtes plus dans le rôle du donneur, vous n'êtes plus l'arbitre. Non, je suis le joueur. Là, je suis le joueur, donc vous ne pouvez plus donner de carton. Voilà, ceux qui regardent le match donnent le carton ou que l'arbitre donne un carton. Voilà. Adama Koulibaly, le vérificateur de cette émission, est dans la salle. Nous allons l'inviter à se présenter. Bonsoir Adama Koulibaly. Bonsoir Simon. Il est là, il vous a suivi de l'autre côté. Il a rassemblé aussi les notes du public qui est dans ce studio et donc il nous dira qu'est-ce que le public dit de vous et qu'est-ce qu'il a retenu lui-même. Bonsoir Monsieur le ministre. Monsieur mon censeur, je vous écoute. Bien, donc le pôle de vérification vous a suivi avec attention. Tout d'abord, la première observation, on sent qu'il y a une maîtrise des différents sujets qui ont été évoqués ce soir. Mais au regard justement de cette maîtrise, paradoxalement, on a l'impression que sur certains aspects, vous avez laissé les téléspectateurs sur leur soif. Donc, notamment par rapport à la loi sur le code pénal, pour son adoption, vous n'avez pas pu convaincre par rapport à la procédure. Donc ça, c'est l'observation que le groupe a pu faire. Et aussi par rapport au fonctionnement des médias publics, on a l'impression que vous êtes en marche. Alors que ces médias sont sous votre tutelle. Quand vous dites par rapport à ces aspects, vous laissez toujours les médias gérer. Autre observation, par rapport également aux chiffres, vous arrondissez toujours au plus fort. Ça, c'est l'observation qui a été également faite. Qu'à cela n'était, Monsieur le ministre, pour l'ensemble justement de votre prestation de ce soir, le pôle de vérification vous attribue la note de 6 sur 10. Donc le public présent vous a aussi noté, la moyenne du public est de 6 sur 10. Donc ce qui vous donne une note globale donc, de 6 sur 10, Monsieur le ministre. Merci. Commentaire, Monsieur le ministre. D'abord, je pensais que j'allais avoir 4. Non, je pense que c'est un exercice qui est important. Hein, c'est important. Ce que je veux dire, c'est sur la loi, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. La presse attend quelque chose que je ne peux pas lui donner. Ce n'est pas possible. Ceux qui attendent que le ministre de la Communication tire sur le gouvernement, ils ne sont pas dans un monde de réalité. Maintenant, je dis, et j'ai foi, que nous avons un pays qui se construit dans la justice et dans la démocratie. Donc, si le juge constitutionnel estime à un moment donné que ça peut être attentatoire aux libertés, il va prendre décision. Sinon, on aura le texte, on va l'appliquer, et à la pratique, on va le sortir. L'autre aspect, c'est sur les médias. Vous savez, quand ça vous arrange, vous dites une chose. Il n'y a dans aucun média du monde, vous ne verrez par exemple des gens venir à la rédaction dire que le ministre a bloqué le papier. La télévision nationale l'a fait. Alors que l'antenne ne peut pas appartenir aux journalistes. L'antenne appartient à la direction de la... Là, c'est peut-être des aspects administratifs. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas se plaindre que le ministre gère. C'est-à-dire que moi, je veux que les médias, et c'est ma philosophie. Parfois même, certains membres du gouvernement me tapent sur les doigts. Ah, tes gars-là... Non, je suis de ceux qui sont battus pour que ces médias-là aient une certaine autonomie. Et je ne vais pas venir aujourd'hui aller à l'encontre. Par contre, ce que je leur demande, c'est qu'ils soient professionnels jusqu'au bout. Et que quand on dit on va faire ça, on le fait entièrement. Quand on regarde aussi l'impact d'un certain nombre de décisions que l'on prend. Pour le reste, je pense que nous avons la chance d'avoir des médias qui ont du personnel compétent. Et je pense qu'à la pratique et dans les années à venir, ça va s'améliorer certainement. Merci en tout cas, monsieur le ministre, d'être venu répondre à toutes ces questions. On avait cru que par rapport à l'actualité, vous alliez vous soustraire, mais vous avez accepté venir affronter les téléspectateurs. Donc, c'est à votre honneur. En tout cas, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci à nos deux panélistes qui sont venus donc débattre avec vous. Merci au public qui est venu. Merci aux téléspectateurs, à toute l'équipe technique et l'équipe de préparation de cette émission. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. La dernière édition du journal, c'est tout à l'heure avec Ismaël Diloma Sirima.